Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette discussion de recherche. La discussion de recherche du jour est consacrée à un thème qui est rarement traité dans ce cadre, les droits humains, et plus spécifiquement la démarche combinée d'une approche fondée sur les droits humains et d'une approche de réduction des inégalités pour contribuer à la réalisation des ODD. Alors la recherche dont on parle aujourd'hui est disponible en ligne et le lien va figurer dans un instant dans le chat pour les participants qui sont intéressés à télécharger le document. Alors moi je me présente rapidement, je suis Farid Lamara, je travaille au sein de la direction innovation, stratégie, recherche de l'AFD sur les questions de droits humains et développement, mais également d'inégalités multidimensionnelles et je vais animer cette séquence. Alors l'AFD travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de réduction des inégalités, notamment à travers une facilité de recherche financée par l'Union européenne qui a permis de produire un grand nombre de travaux de recherche également disponibles en ligne. Et au-delà de la recherche proprement dite, cette facilité a aussi conduit à développer des outils opérationnels pour œuvrer à la réduction des inégalités et lancer des dialogues de politique publique avec nombre de pays partenaires. En termes de mesures et de redevabilité, elle a aussi récemment contribué à la conception d'un marqueur inégalité qui sera très prochainement appliqué par l'Union européenne. Alors, pour ce qui concerne les droits humains et l'approche fondée sur les droits humains, même si les choses sont plus récentes, un nombre croissant de projets et d'activités contribuent à développer de façon toujours plus significative l'approche fondée sur les droits humains dans notre écosystème. En fait, les droits humains et l'approche fondée sur les droits humains sont devenus un mandat explicite pour les acteurs du développement français, en particulier depuis l'adoption par le CICID en 2018 de la stratégie française droits humains et développement et de son plan d'action, mais aussi depuis l'adoption de la loi du 4 août 2021 dédiée à la politique de développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, pour laquelle la promotion des droits humains et en particulier des droits de l'enfant, le renforcement de l'état de droit et de la démocratie sont prioritaires, avec l'approche fondée sur les droits humains comme modalité spécifique pour y parvenir. Alors c'est dans ce contexte qu'a été produite la première recherche de l'AFD consacrée à l'approche fondée sur les droits humains à l'initiative du département de la stratégie et de celui de la recherche. Et je salue au passage mon collègue Serge Rabier qui a fortement contribué à cet élan. Alors, pour nous la présenter, nous accueillons son auteur, Monsieur Olivier de Scutter. Nous avons également avec nous Madame Mavolo Christelle Caloulet, qui a accepté de jouer le rôle de discutant. Alors, je vous les présente tous les deux rapidement par ordre d'intervention. Olivier de Scutter, bonjour. Et merci d'avoir trouvé le moyen de nous rejoindre alors que vous êtes en déplacement à l'étranger. Vous êtes professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain et également associé à plusieurs autres universités européennes et américaines. Vous avez été désigné rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et vous avez aussi été membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Vous êtes aujourd'hui rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits humains, et vous avez également une vie active auprès d'organisations de la société civile. Vous avez, par exemple, contribué à fonder la délégation permanente de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, auprès de l'Union européenne. Alors, je ne peux pas être exhaustif, évidemment, mais ces éléments donnent le ton. Mavalo Christelle Caloulet, bonjour et merci également d'être avec nous depuis le Burkina Faso. Vous avez une grande expérience dans la promotion et le soutien du travail de la société civile. Vous êtes la présidente du SPONG, la plateforme nationale des ONG au Burkina Faso, et êtes à ce titre engagée dans la promotion des libertés individuelles et collectives à travers l'Afrique de l'Ouest
notamment dans la région du Sahel. Vous êtes une fervente défenseuse des droits humains et œuvrez particulièrement à la protection des droits des femmes et des droits des enfants, et est également très investie dans les enjeux de justice climatique. Alors, depuis mars 2022, vous êtes également présidente de Forus, le réseau mondial de plateformes nationales d'ONG, qui regroupe près de 70 plateformes nationales d'ONG et 7 coalitions régionales de 5 continents. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, nous commençons donc avec la présentation de l'étude par Olivier, qui sera suivie d'un temps d'échange et de discussion avec Christelle. Le dernier temps de la séquence sera consacré à des questions-réponses avec les participants et les participantes en ligne. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié pour cela. Attention, ce n'est pas l'onglet chat général, c'est bien l'onglet questions. Olivier, la parole est à toi pour une trentaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Farid, pour ton introduction. Je voudrais d'abord saluer toutes celles et ceux qui sont présents et présentes autour de la table et remercier particulièrement Farid Lamara et Serge Rabier pour leur soutien pendant l'élaboration de cette étude. Ils ont fait un travail remarquable de guidance, d'orientation, de correction, de relecture et je leur en sais gré. Cette étude, elle est présentée alors que l'Agence française pour le développement a reçu un mandat encore plus explicite de travailler sur les droits humains comme outil de développement, notamment à travers la loi du 4 août 2021 sur la politique de développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales à laquelle Farid Lamara a fait allusion. Et donc l'étude veut simplement contribuer à faire voir ce que les droits humains peuvent apporter à la redéfinition d'un modèle de développement qui ne peut plus se contenter de tout miser sur la croissance et de réduire le développement à la croissance de la richesse monétaire. Je voudrais présenter cette étude en prenant appui sur ce PowerPoint qui va me permettre de progresser à travers les différentes questions. Et je voudrais partir d'un rappel concernant l'approche qui a longtemps été dominante et demeure dominante dans le chef de certains acteurs de développement encore aujourd'hui. L'approche traditionnelle, qui a été dominante par le passé, a consisté à avoir en fait la croissance, définie ici comme augmentation du PIB par habitant, comme augmentation de la richesse monétaire, comme un outil indispensable de développement et comme devant permettre, grâce à l'augmentation du gâteau de richesse disponible, si vous voulez, à la fois de redistribuer les fruits de la croissance et de compenser les dommages causés à l'environnement par une croissance mal maîtrisée. Et parce que la croissance était vue comme une condition sine qua non du développement, on a misé beaucoup sur des politiques qui visaient à stimuler la croissance, l'abaissement des obstacles aux échanges commerciaux, la création d'un climat favorable à l'investissement, notamment par une fiscalité très avantageuse pour les entreprises, la privatisation des services publics au nom d'une réduction du déficit public et de la recherche de meilleure efficience dans la manière dont les services publics sont gérés, et enfin la flexibilisation du marché du travail. Tous ces choix étaient en fait justifiés ou fondés sur l'idée qu'il fallait de la croissance pour réussir à mieux protéger les populations et les écosystèmes. Mais le résultat paradoxal, c'est que ces choix de politique publique ont rendu plus difficile finalement la réalisation du développement durable. Ces choix ont largement contribué à augmenter les inégalités sans véritablement réduire la pauvreté, notamment dans les pays les moins avancés. Ces choix ont aussi accéléré la ponction sur les ressources, ainsi que la production de déchets, de pollution, y compris de gaz à effet de serre, qui aujourd'hui mettent tellement en danger les écosystèmes. Et je voudrais peut-être détailler un tout petit peu les conséquences comment dire, de cette approche classique du développement fondée sur la croissance.
pour dire que le débat est complexe. On a des études, par exemple celle très connue de Branko Milanovic, qui a travaillé sur la période 1988-2008, sur 20 années de mondialisation, si vous voulez, entre la chute du mur de Berlin et la grande crise financière de 2008. Et ce que montre Branko Milanovic, c'est que au cours de ces 20 années, les revenus moyens à l'échelle mondiale ont augmenté de 24% à peu près. C'est ce qu'illustre sur ce graphique la ligne hachurée mauve horizontale. Mais quand Branko Milanovic examine qui a bénéficié de cette augmentation des revenus, quels sont les grands gagnants du processus de développement fondé sur l'accélération de la mondialisation économique à l'époque, eh bien, on constate que il y a eu l'émergence d'une classe moyenne importante en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est. C'est le dos de l'éléphant que vous avez ici, l'axe horizontal de ce graphique reprenant les différents percentiles de la population mondiale. Mais à gauche de ce graphique, pour les populations les plus pauvres, la mondialisation n'a guère apporté de bénéfices. Et ils en ont, ou elles en ont, ces populations, bénéficié beaucoup moins que d'autres populations mieux placées pour saisir les bienfaits de la mondialisation. Et je n'évoque pas ici, évidemment, le sort à droite de ce graphique des travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés des pays riches qui, eux, ont vu leurs revenus stagner, voire parfois régresser au cours de cette même période de 20 ans de mondialisation. Donc, la mondialisation qu'on a poursuivie jusqu'à présent est une mondialisation qui a réduit en général la pauvreté, mais qui n'a pas bénéficié à tous et toutes, et certainement pas aux personnes en pauvreté dans les pays les plus pauvres, et elle a très souvent augmenté les inégalités au sein de chaque pays. On a par ailleurs constaté que les inégalités avaient cru au cours de cette période à travers les outils qu'on a développés pour stimuler la croissance. Et longtemps, l'on a considéré que c'était un prix inévitable à payer pour le développement. Vous avez devant vous la courbe dite de Kuznets, dénommée d'après l'article de 1955 où cette courbe apparaît, présentée par le prix Nobel d'économie Simon Kuznets, qui met en relation sur l'axe horizontal la richesse par habitant, sur l'axe vertical le niveau des inégalités mesuré selon la mesure classique du coefficient Gini. Et que nous dit au fond cette courbe, que suggère cette courbe, c'est qu'à mesure que les pays deviennent plus riches, les inégalités augmentent dans un premier temps, c'est la courbe ascendante, et puis à mesure que la richesse continue d'augmenter, les inégalités diminuent. À droite de votre graphique, vous avez des pays plus riches où les inégalités ont progressivement été réduites. En fait, beaucoup d'économistes ont lu cette courbe en disant finalement, le développement inévitablement amène une croissance des inégalités. Il faut se faire une raison, c'est peut-être d'ailleurs une composante indispensable de la recherche de développement. En réalité, c'est une conclusion à laquelle Simon Kuznets lui-même était violemment opposé. Les données sur lesquelles repose cette courbe sont des données des années 50, en fait, des données d'après-guerre, période au cours de laquelle beaucoup de pays en développement ont opéré une transition rapide vers les secteurs secondaires et tertiaires, l'industrie, les services, en réduisant le poids de l'agriculture dans leur économie et en accélérant l'émigration des campagnes vers les villes. Et dans ce contexte-là, oui, les inégalités ont augmenté. Mais cela ne veut pas dire que le développement n'aurait pas été plus équitable, mieux partagé si l'on avait fait davantage pour éviter que ces inégalités n'augmentent. Et aujourd'hui, les études, notamment du FMI, nous disent tout à l'inverse, que la croissance est découragée par de hauts niveaux d'inégalité et que l'égalité est bonne pour la croissance, pour la santé économique d'un pays. Et donc, on est aujourd'hui à la recherche d'un modèle de développement alternatif qui n'ait pas ses impacts sur les inégalités et qui n'ait pas ses impacts sur l'épuisement des ressources et la pollution.
il y a bien des manières de rendre explicite ou visible les liens entre le modèle de développement classique fondé sur la croissance et la destruction des écosystèmes. Les économistes réfèrent ici à ce qu'ils appellent la grande accélération qui a démarré au début des années 1970 et qui met en rapport, vous avez cela sur les deux graphiques qui suivent, ou les deux slides qui suivent, les évolutions des systèmes économiques et des activités humaines, par exemple les transports, la croissance de la population, la consommation d'énergie, le développement de l'investissement international, d'une part, et d'autre part, l'impact sur les écosystèmes, sur le système Terre, émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air et de l'eau, accaparement de terre, etc. C'est ce qui illustre les différentes courbes que vous avez sous les yeux ici. Et donc, cette grande accélération, c'est le prix que nous avons payé pour un modèle de développement non maîtrisé. Alors, c'est parce que nous sommes à la recherche d'un autre modèle de développement que les droits humains sont utiles. Et le titre du rapport, le mât d'Ulysse, est en fait une sorte de métaphore qui vise à souligner le fait que les droits humains sont souvent vus comme une contrainte que l'on s'impose, comme nous interdisant de faire certains choix, compte tenu de ce qu'ils obligent les gouvernements et de ce qu'ils investissent les populations de certains droits que ces populations peuvent revendiquer contre les gouvernements. Mais ce genre de contraintes nous oblige à être plus imaginatifs, nous oblige à ne pas dévier du cap que l'on se fixe, notamment en adoptant l'agenda de développement durable 2030. Après tout, Ulysse, dans la légende de Homère, dans la légende de l'Odyssée, demande à ses marins de le nouer, de le lier au mât de son bateau pour qu'il échappe au chant des sirènes et pour qu'il continue sa course. Et au fond, les droits humains, c'est cela. C'est une manière de nous forcer à explorer une trajectoire de développement beaucoup plus soutenable, qui réduise la pauvreté, les inégalités, qui réduit les impacts sur les écosystèmes, parce que nous nous sommes forcés à accepter certains verrous. C'est cela dont il s'agit. Je voudrais faire 4 remarques sur la valeur ajoutée de cette approche sur les droits humains. La première remarque, c'est que aujourd'hui, un enjeu majeur est celui de l'universalisation de la protection sociale et du droit à la sécurité sociale pour tous et toutes. On voit aujourd'hui, avec la crise du Covid-19 en particulier, combien nos systèmes de protection sociale contiennent de lacunes et sont insuffisamment protecteurs dans bien des pays, avec en réalité à peu près 70% de la population mondiale qui n'est pas protégée sur l'ensemble des garanties de la protection sociale et seulement 55% de la population mondiale qui bénéficie d'une forme quelconque de protection sociale. Donc, on a aujourd'hui un enjeu majeur qui est celui de l'universalisation des socles de protection sociale tels qu'on les appelle dans le jargon de l'OIT. Vous savez qu'en juin 2012, la Conférence internationale du travail a adopté à l'unanimité une résolution, une recommandation plus précisément sur les socles de protection sociale appelant à ce qu'ils s'universalisent. Et la protection sociale a toute une série de conséquences importantes en termes de résilience des sociétés et des ménages face aux chocs économiques et climatiques, en termes d'effets multiplicateurs sur l'économie locale, en termes de capacité pour le gouvernement de mobiliser des ressources à l'appui d'un processus de développement. Et donc, c'est une première remarque que je voulais faire, c'est que le droit à la sécurité sociale, la généralisation des socles de protection sociale est un investissement tout à fait important et même essentiel pour le développement à l'avenir. Première remarque. Premier apport, si vous voulez, d'une approche fondée sur les droits humains, c'est vraiment ce chantier de la protection sociale. Le deuxième apport, c'est que en réduisant les inégalités, en ayant un processus de développement beaucoup plus inclusif, qui bénéficie beaucoup plus à tous et toutes, notamment par l'instrument juridique que constituent les droits humains,
on va se donner les moyens de réussir la transformation écologique. Et le rapport consacre un certain nombre de pages à expliquer les liens entre la réduction des inégalités d'une part et la transformation écologique d'autre part, telle qu'elle est reflétée dans l'agenda de développement durable 2030, notamment dans les objectifs de développement durable numéro 12 et 13, qui concernent respectivement la production et la consommation responsable et l'action climatique. Les liens sont à trois niveaux. Le premier lien entre réduction des inégalités et transformation écologique, c'est que si vous avez une société fortement inégalitaire, vous aurez besoin de beaucoup plus de création de richesses pour réduire la pauvreté. Et beaucoup plus de création de richesses, c'est beaucoup plus d'impact sur l'environnement, c'est une ponction sur les ressources, c'est des déchets, de la pollution, des gaz à effet de serre qui sont le résultat de cette création de richesses économiques. Et donc, vous aurez une tension très forte entre le souci de réduire la pauvreté et le souci de minimiser l'empreinte écologique de notre trajectoire de développement. Au contraire, dans une société beaucoup plus égalitaire, où le processus de développement est beaucoup plus largement partagé, bénéficiant notamment aux personnes en pauvreté, eh bien, il faudra beaucoup moins de création de richesses pour que la pauvreté puisse être combattue, voire éradiquée. Et donc, la tension entre réduction de la pauvreté et réduction du dommage écologique, si vous voulez, cette tension est beaucoup moins importante. C'est la première raison pour laquelle nous devons placer la réduction des inégalités au cœur de nos objectifs de développement, c'est que c'est la meilleure manière d'accélérer la lutte contre la pauvreté sans aggraver encore le désastre écologique que nous préparons. Première réflexion, premier lien. Deuxième lien entre réduction des inégalités et transformation écologique, cela concerne nos modes de consommation. L'on constate aujourd'hui que dans les sociétés fortement inégalitaires, et certains pays sont malheureusement des champions du monde dans ce domaine, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Colombie par exemple, dans ces sociétés fortement inégalitaires, la consommation est notamment dictée par un souci de statut social. C'est-à-dire qu'on a des écarts considérables entre les modes de vie des riches et des pauvres, et que l'aspiration de tout le monde, y compris de la classe moyenne, est d'adopter un mode de vie qui soit celui des élites économiques. On appelle ça la consommation ostentatoire, et vous avez sous les yeux le portrait d'un économiste d'origine norvégienne, mais qui a travaillé aux États-Unis, Thorsten Veblen, qui, il y a plus d'un siècle, avait inventé cette expression. La consommation ostentatoire, c'est celle à laquelle on recourt par souci de classement social et qui est une consommation non soutenable, non responsable, l'inverse de la consommation que nous pouvons encourager, que nous devons encourager aujourd'hui dans un monde de ressources rares. En d'autres mots, plus d'inégalité, c'est une consommation moins soutenable et c'est le second lien entre ces deux questions. Troisième lien, c'est que dans une société fortement inégalitaire, vous allez avoir une utilisation des ressources qui est beaucoup moins efficiente. Pourquoi? Parce que les ressources vont être utilisées notamment pour satisfaire les désirs des plus riches qui peuvent, grâce à un pouvoir d'achat supérieur, commander l'utilisation de ces ressources. Au contraire, les besoins essentiels, fondamentaux des personnes en pauvreté ne seront pas, quant à eux, satisfaits. Et cette concurrence entre les désirs, y compris les plus frivoles des riches, et les besoins essentiels des personnes en pauvreté, cette concurrence est exacerbée, évidemment, dans des sociétés fortement inégalitaires. Pour dire les choses autrement, une société où persistent des inégalités fortes sont des sociétés qui utilisent les ressources rares à leur disposition, non pas dans l'intérêt des personnes en bas de l'échelle sociale, mais pour satisfaire les désirs des parties les plus riches de la population, simplement parce que celles-ci, dans le jeu d'enchères que constitue le marché, sont capables de mettre
davantage d'argent sur la table pour accaparer ces ressources. Et donc, ce sont des sociétés inégalitaires qui utilisent de la manière la moins efficiente les ressources à leur disposition. Alors, la troisième remarque que je souhaitais faire, qui nous amène vraiment au cœur de ce qu'il y a dans le rapport, concerne le rôle spécifique des droits humains dans la réduction des inégalités. Longtemps, les organisations et les juristes spécialisés en droits humains ont dû faire aveu d'impuissance par rapport à ce qu'on appelle les inégalités verticales, c'est-à-dire les inégalités de revenus et de richesses entre différentes parties de la population. Certes, les droits humains étaient bien outillés pour lutter contre les inégalités horizontales, fondées sur le sexe, l'origine ethnique, le handicap ou l'âge, par exemple. Ça, ce sont les inégalités horizontales qui, classiquement, sont condamnées comme potentiellement discriminatoires dans le droit international des droits humains. Mais les inégalités verticales de richesse et de revenus, elles échappaient largement aux droits humains. En d'autres mots, on a longtemps considéré qu'une société pouvait respecter les droits humains tout en tolérant des niveaux élevés d'inégalité. Ceci n'est plus vrai aujourd'hui. Et le rapport montre de manière très détaillée, je crois, à partir des enseignements des organes de surveillance des traités des Nations Unies en matière de droits humains, à partir des enseignements des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, montre par quel angle ou sous quel aspect les droits humains sont en fait une invitation à réduire les inégalités et peuvent y contribuer. Pour trois raisons. D'abord parce que dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ce groupe d'experts qui surveille le respect du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, insiste sur le fait que tous les droits économiques, sociaux et culturels doivent être garantis au moins un minimum dans leur contenu essentiel, si vous voulez, pour un seuil minimum, y compris dans les pays les plus pauvres. Donc, des droits comme le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale, sont des droits qui, certes, ne peuvent pas être pleinement réalisés par tous les pays dès lors que ces pays font face à des contraintes budgétaires fortes, à un service de la dette exorbitant notamment, mais néanmoins, tous les États sont tenus de garantir ce contenu essentiel. Par exemple, en matière de droit à l'alimentation, c'est le droit de ne pas mourir de faim, de ne pas être laissé sans secours en cas de famine. En matière de droit à l'enseignement, c'est l'accès gratuit à l'enseignement primaire. En matière de droit au logement, c'est l'éradication du sans-abrisme. Bref, on a, pour l'ensemble des droits économiques, socioculturels, un seuil minimum en deçà duquel les États ne peuvent pas aller, même quand ils font face à des contraintes budgétaires. Deuxième constat, c'est que les États doivent investir suffisamment dans la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, cette réalisation est progressive au sens où elle ne peut pas se faire d'un seul coup. Elle réclame du temps, des efforts budgétaires pour réaliser le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Mais les États doivent faire des choix en matière de politique fiscale, en matière de politique budgétaire, qui leur permettent d'avancer suffisamment vite, qui leur permettent d'accélérer en réalité la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Et aujourd'hui, on a dans le domaine du droit international des droits humains de plus en plus de comités d'experts, de procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, qui surveillent les choix que font les États en matière fiscale et en matière budgétaire, en s'interrogeant sur la compatibilité de ces choix avec l'objectif de réaliser l'ensemble des droits humains. La méthodologie n'est pas encore parfaite. Les experts hésitent parfois encore sur, je dirais, les indicateurs à utiliser et sur les marges qu'il faut laisser aux États, mais il y a un souci de plus en plus explicitement revendiqué dans le chef de ces organes de surveillance des obligations des États en matière de droits humains, consistant à dire que le choix des domaines dans lesquels l'État investit
santé, éducation, logement, par exemple, ainsi que la nature des réformes fiscales qu'ils entreprennent, ces choix ne doivent pas être laissés à l'arbitraire des États. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de méthodologies permettant de surveiller la compatibilité avec les droits humains de ces choix macroéconomiques, fiscaux, budgétaires que font les États. Troisième constat, c'est que depuis quelques années, c'est un phénomène récent, monte en puissance la préoccupation autour des discriminations que subissent les personnes en pauvreté. Alors, les instruments internationaux de protection des droits humains disent effectivement que les droits humains doivent être garantis sans discrimination, fondés sur, par exemple, l'origine ethnique, la race, le sexe, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle. Mais de plus en plus, l'on insiste sur le fait que l'on ne peut pas non plus discriminer sur base de l'origine sociale ou de la fortune, c'est-à-dire en fait sur base de la condition socio-économique. Le terme espagnol pour décrire la fortune d'ailleurs, qui est le terme qui apparaît dans le pacte international relatif aux droits économiques et socioculturels, le terme espagnol c'est position económica, c'est donc la condition socio-économique, l'état de pauvreté. On ne peut pas aujourd'hui tolérer que les personnes en pauvreté soient victimes de discrimination, soit à travers des lois qui sont adoptées et qui ne prennent pas en compte leur situation spécifique, soit dans les politiques publiques, soit encore dans les rapports de travail, dans les rapports d'emploi, dans le logement, les employeurs privés, les propriétaires qui mettent en location leurs biens garantissant l'accès au logement ne peuvent pas discriminer envers les personnes à faible revenu. Et c'est une revendication qui aujourd'hui est de plus en plus entendue que celle de l'interdiction de discriminer sur base du revenu, sur base de la condition socio-économique, sur base de l'état de pauvreté. On parle de plus en plus à cet égard de la pauvrophobie et c'est effectivement un phénomène qui mérite de plus en plus l'attention. Donc, voilà, si vous voulez, la manière dont les droits humains peuvent contribuer à la lutte contre les inégalités verticales de revenus et de richesses. Enfin, quatrième et dernière remarque, c'est que la participation effective des personnes en pauvreté aux politiques qui les affectent est essentielle pour que ces politiques soient suffisamment attentives à leurs conditions et répondent à leurs attentes. Ici, peut-être trois précisions. La première, c'est que quand on parle du droit de participer aux affaires publiques, c'est cela la terminologie du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce droit de participation, c'est plus que le simple droit d'être consulté en bout de chaîne, au moment où toutes les décisions ont été prises, au moment où les choix stratégiques ont déjà été faits, c'est le droit de co-construire le problème et de co-construire la solution. C'est en fait le droit de prendre part à l'exercice de la gouvernance. Et c'est une exigence très forte qui s'exprime là. L'on ne doit pas prendre des décisions de manière strictement technocratique, au départ des avis d'experts ou des choix arbitraires des gouvernements. L'on doit s'assurer que les personnes en pauvreté en particulier ont la possibilité de s'exprimer sur le problème auquel il faut apporter une solution, le diagnostic si vous voulez, et puissent identifier les solutions à la question de la pauvreté, de l'exclusion sociale qu'elles affrontent. Donc, c'est une exigence forte qui exprime ici le droit international des droits humains, c'est l'exigence de partage du pouvoir, en réalité, derrière ce droit de participation. Deuxième remarque, c'est que ce droit de participation, c'est en réalité une condition de l'efficacité de l'intervention publique. L'on gagnerait beaucoup de temps et l'on éviterait de commettre beaucoup d'erreurs si d'emblée, au moment de diagnostiquer le problème et au moment d'identifier les solutions, l'on impliquait les personnes en pauvreté dans la recherche de ces solutions. Je vais prendre un seul exemple, qui est celui de mon dernier rapport au Conseil des droits de l'homme, que j'ai remis au Conseil des droits de l'homme en juin dernier,
Ce rapport a porté sur la question du non-recours au droit en matière de protection sociale. C'est quoi le non-recours au droit? C'est l'écart considérable que l'on constate entre la définition des droits à des allocations familiales, à des allocations de chômage, à la pension de vieillesse, euh, à l'allocation de maternité, par exemple, sur papier, dans les textes juridiques, d'une part, et d'autre part, la jouissance effective de ces droits par les personnes qui sont censées en bénéficier. On a un écart entre les droits garantis sur papier, si vous voulez, et les droits tels qu'ils sont effectivement garantis aux personnes, notamment aux personnes en pauvreté. Ce qu'on constate en définitive, c'est que rédiger de bonnes lois en matière de protection sociale ne suffit pas, que très souvent les personnes en pauvreté n'ont pas accès aux droits qui leur sont en principe garantis, parce qu'elles n'ont pas l'information suffisante, parce qu'elles ne peuvent pas fournir le document administratif requis, parce qu'elles ne peuvent pas remplir en ligne des formulaires, parce qu'elles n'ont pas accès à Internet, parce qu'elles craignent la stigmatisation si elles sollicitent certaines aides, parce qu'elles ont honte de leurs conditions et n'osent pas par conséquent revendiquer leurs droits, par exemple. Donc on a une série de raisons du non-recours aux droits en matière de protection sociale. Eh bien, ce qui m'a frappé dans mon étude, dans le rapport que j'ai remis au Conseil des droits de l'homme, c'est que si on avait si on avait formaté les systèmes de protection sociale, si on les avait mis sur pied en impliquant les personnes en pauvreté dès le départ, on aurait évité de commettre des erreurs dans la mise en œuvre de ces systèmes de protection sociale qui conduisent aujourd'hui à une exclusion considérable. Euh, dans beaucoup d'États, euh, les garanties qui existent en matière de protection sociale ne bénéficient pas, notamment aux personnes en pauvreté, parce que ce sont celles-ci qui sont les moins bien placées pour obtenir l'information dans une langue qu'elles comprennent, pour remplir des formulaires en ligne, pour recueillir les documents administratifs qu'il faut remettre pour bénéficier de telle ou telle allocation sociale, par exemple. Et donc, la protection sociale tourne à vide, ou en tout cas, n'a pas du tout les impacts que l'on voudrait qu'elle ait en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Inclure les personnes en pauvreté dans euh, la manière dont on définit la protection sociale aurait été essentiel pour éviter ce risque. Troisième et dernière remarque, c'est que la participation effective des personnes en pauvreté permet de faire émerger dans le débat sur les politiques à conduire des questions qui sinon sont ignorées par les indicateurs de progrès et de succès auxquels généralement l'on fait appel. Et je voudrais ici faire référence à une étude que Farid Lamara connaît bien parce qu'il a longtemps été un compagnon de route de l'organisation ATD Quart Monde. C'est une étude qui porte sur ce qu'on appelle les dimensions cachées de la pauvreté. Étude qui a été conduite par ATD Quart Monde avec l'université d'Oxford en 2018-2019 et qui a comparé dans 6 pays, y compris la Suède, le Royaume-Uni, parmi les pays riches, mais aussi les pays comme l'Ouganda ou le Burkina Faso dans les pays en développement. Et on a voulu montrer dans cette étude que les personnes en pauvreté avaient une expérience de la pauvreté qui ne se réduisait pas à l'absence de revenus et à l'absence de travail décent, qui sont 2 facteurs d'exclusion sociale évidemment très importants. Ce que ces personnes rapportent aussi, c'est qu'elles subissent quotidiennement des humiliations, ce qu'elles appellent la maltraitance sociale et institutionnelle dans le chef des services sociaux, mais aussi dans le chef d'employeurs, de propriétaires. Ces personnes évoquent le fait que leurs contributions à la société ne sont pas valorisées, ne sont pas reconnues. Ces personnes évoquent toute une série de dimensions dites cachées de la pauvreté que les indicateurs statistiques qui se focalisent sur la question des revenus et de l'accès au travail ne couvrent pas nécessairement. Et donc, ce qui est frappant dans ce type de recherche, c'est que c'est seulement en donnant aux personnes en pauvreté la parole, en les impliquant dans la discussion, que ces dimensions cachées de la pauvreté peuvent venir à la surface et informer, au fond, les choix des politiques publiques. Nous travaillons d'ailleurs avec ATD Quart Monde aujourd'hui à
à un outil, une méthodologie pour étudier les impacts des projets et des politiques publiques en matière de pauvreté, au départ du constat que la participation effective permettra de faire surgir ces dimensions, sinon omises, de la pauvreté. Voilà, ça c'est, si vous voulez, un résumé très superficiel du rapport qui est remis et auquel vous avez accès, comme Farid Lamara l'a rappelé dans son introduction. C'est un rapport qui veut ouvrir une discussion sur la manière dont on peut, dans les politiques de développement, se saisir de l'outil que constituent les droits humains pour orienter mieux nos choix, pour s'assurer que ces choix soient pleinement conformes à l'agenda de développement durable 2030 informé par les droits humains. Et j'espère que ça simulera une discussion intéressante dans l'heure qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intervention. Je passe tout de suite la parole à Christelle pour réagir hein, sur ton intervention et ensuite on pourra dédier un petit temps aux échanges. Christelle, la parole est à vous. Merci Olivier, merci Farid pour la facilitation et je voudrais d'entrée de jeu féliciter Olivier et toute l'équipe de AFD pour cette étude-là et dire que pendant que Olivier présentait justement son dernier slide, cela m'a inspiré un peu cette anecdote que je donne en introduction. Là où il parlait de pauvreté, de maltraitance matérielle. J'ai une de mes tantes qui n'a jamais été à l'école et qui était mariée à bien sûr mon oncle qui était un fonctionnaire qui allait à la retraite. Elle était âgée de 70 ans quand un jour elle m'a appelée et elle m'a dit Christelle, je voudrais voir avec toi, est-ce que tu as acheté une maison ou est-ce que tu as une parcelle? Et ça m'a fait sourire parce que pour une personne de son âge, ça m'a un peu surpris qu'elle puisse se demander que moi, en tant que femme, j'ai accès à ce bien, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique. Et donc, elle m'a dit non, parce que moi, toute ma vie, je suis restée aux côtés de ton oncle. J'ai toujours fait la cuisine. Je me suis occupée de 6 enfants que nous avons eus. Et il y a quelques jours, nous avons eu une querelle et il m'a dit, écoute, tu n'as jamais rien fait de ta vie, tu n'es qu'une charge. Et elle était très offusquée. Et elle était très offusquée parce qu'elle s'est dit, ben moi, j'ai passé toute ma vie à m'occuper de la famille, de tout le monde. J'ai jamais eu d'aide ménagère et rien. Mais voilà un peu le message qu'on me dit. En tout cas, il faut bien prendre soin de toi. Il faut t'assurer que tu t'occupes. Et ça, c'est un message qui m'est resté. Pour une femme de cet âge-là, c'était déjà quelque chose. Donc, je dis cette anecdote en introduction, en réponse à ce qu'il a dit. Et après, vous comprendrez un peu pourquoi je fais allusion donc, à cette anecdote au départ. Mais je voudrais en tout cas féliciter Olivier, comme je le disais. L'étude fait une trilogie entre les droits humains, l'écologie et la réduction des inégalités verticales et horizontales. La sonnette d'alarme est tirée sur le principe de calcul du PIB. En tout cas, ça ressort clairement que c'est certainement pas la meilleure manière de mesurer donc le développement et le développement durable. Et lorsque je lisais déjà ce passage, la question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'approfondir cet aspect et de voir dans quelle mesure on pourrait revoir cette formule de calcul en vue de mieux conjuguer l'indice de développement humain et avec protection écologique. Mais en tout cas, l'étude met en exergue également que la contribution de la protection sociale à la croissance durable et inclusive est très bien appréciée. Il y a une longue partie, en tout cas, qui développe suffisamment là-dessus.
L'argumentaire est très bien construit et plaide véritablement en faveur d'une approche fondée sur les droits humains de l'agenda 2030 dans la lutte contre les inégalités multidimensionnelles. L'étude paraît comme un excellent exemple présente un excellent exemple de la façon dont il est possible d'intégrer la science dans l'élaboration des politiques publiques. La combinaison d'une solide revue documentaire avec une bonne analyse des cas renforce non seulement l'importance d'une approche fondée sur les droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, mais indique également une voie très claire de ce qu'elle signifie en termes pratiques. En réalité, chaque jour, nous sommes confrontés à la fois à des crises nouvelles et anciennes qui semblent même se chevaucher au point de menacer sérieusement, d'une certaine manière, notre existence et même l'existence des générations futures. Les crises environnementales et sanitaires ajoutent de nouvelles complexités à un contexte déjà assez dramatique de crise sociale, politique et économique. Et si je prends le cas du Burkina Faso et de la région Sahel, vous comprendrez bien pourquoi j'insiste un peu sur la question de toutes ces crises nouvelles et anciennes, où à moins de 7 ans, on s'est retrouvé dans une situation totalement d'insécurité, une situation humanitaire assez sévère, avec près de 4000 écoles fermées, plus d'1 700 000 déplacés, et en même temps, en 8 mois, 2 coups d'État, des infrastructures qui sont complètement détruites, et je m'arrête là pour ne pas faire un bilan assez macabre. Mais en tout cas, c'est une crise qui a révélé beaucoup de fragilité. Depuis un certain temps, les mouvements sociaux, les organisations de la société civile, les activistes, les universitaires alertent et dénoncent que ces crises ont un moteur commun et par conséquent doivent être abordées et traitées dans une perspective systémique. Au cœur de ces crises se trouvent des inégalités profondes qui structurent notre société. Je pense que l'étude s'est suffisamment étendue là-dessus. Il y a des inégalités du genre, d'identité de genre, les inégalités ethnico-raciales, les inégalités fonctionnelles, les inégalités de classe, les inégalités de revenus et même des inégalités de pouvoir. L'étude apporte donc une contribution importante au débat en rassemblant des preuves incontestables que ces inégalités sont rendues possibles et exacerbées par les politiques économiques et le système économique actuel qui ont ravagé les services publics et les filets de protection sociale sur lesquels nous comptions pour réaliser nos droits, en particulier ceux qui ont été rendus plus vulnérables par le système économique. Cependant, il n'est pas possible de surpasser ou de vaincre ces crises synergétiques et encore moins atteindre un développement durable sans remettre en question le système économique actuel et surtout sans remettre en question les politiques économiques et le récit économique qui façonne le système. L'étude pourrait mieux explorer comment les acteurs du développement international peuvent influencer et parfois déterminent les politiques économiques et les récits économiques au niveau national, en particulier dans des pays en développement. Je suis restée un peu sur cette interrogation. On voit à travers l'étude, en tout cas, un certain nombre de constatations, mais ce point-là, je me dis qu'on peut davantage le développer. Comme le rappelle à juste titre d'analyse, pendant des années, les acteurs du développement international ont divisé le monde en 2 grands groupes d'États. D'une part, les anciennes métropoles coloniales, les pays industrialisés à revenus élevés avec un certain degré d'autonomie et avec des économies interconnectées à l'échelle mondiale.
des sociétés avec des taux de consommation et de gaspillage exorbitants, qui ont réussi même à structurer une industrie culturelle puissante capable d'influencer le reste du monde. D'autre part, les anciennes colonies, les pays à moyens et faibles revenus, fortement dépendants avec des économies primaires, avec des formes alternatives d'organisation sociale et d'expression culturelle, et pour cette raison devraient faire tous les efforts possibles pour s'adapter au modèle de développement des États-Unis ou de l'Europe occidentale. Venons-en à la conception du développement. Pendant des décennies, nous, dans les pays du Sud, avons été tellement distraits par la poursuite de ce modèle de développement qui nous a été présenté ou inculqué comme étant le modèle plus ou moins parfait, que nous n'avons pas eu le temps de remettre en question ce modèle. Et nous avons simplement absorbé comme une vérité incontestable. Par exemple, que la croissance économique et le développement sont des solutions presque magiques à toutes les injustices sociales auxquelles nous sommes confrontés. La crise de l'éducation, les problèmes de santé, la faim, la pauvreté, les violences faites aux femmes, le racisme, les inégalités structurelles et j'en passe. Mais si nous connaissons déjà des solutions à ces injustices, pourquoi semblent-elles alors s'empirer ou même s'aggraver? Il semble donc important de souligner qu'une bonne partie des structures socio-économiques que l'étude indique à juste titre comme des causes des inégalités sont en fait une conséquence directe du concept de développement qui a été utilisé pour induire l'adoption de modèles socio-économiques top-down et externes, ou l'importation de politiques, de pratiques et de normes sociales standardisantes. Cette conception a non seulement ignoré la diversité et la spécificité des contextes, mais elle a également ignoré le droit et la capacité des communautés à hiérarchiser, à utiliser ce qu'on appelle le Ubuntu comme modèle à générer des solutions, ou ce qu'on appelle en langue bambara le bambaraya, parce qu'il y avait quand même des modèles de solidarité qui existaient, des valeurs qui existaient dans certaines communautés et qui ont complètement été remises en question et remplacées par un nouveau modèle qui ne donne pas les résultats, en tout cas, qu'on avait espérés. En ce sens, l'agenda 2030 a apporté des avancées importantes, il faut le reconnaître, mais quand on y regarde de plus près, il est très évident que l'agenda 2030 n'a pas complètement abandonné les anciennes conceptions du développement. En particulier, la croissance économique est une condition pour résoudre les problèmes sociaux. L'idée que le développement signifie nécessairement une transition d'arrangements sociaux et économiques communautaires vers une économie et une société plus connectées à l'échelle mondiale, mais surtout que l'idée qu'une action collective est possible sans traiter d'abord les rapports de force déséquilibrés entre les différents acteurs appelés à l'action. Les profondes inégalités à l'intérieur des pays et entre pays et par conséquent leurs responsabilités communes mais différenciées. Le fait que l'agenda 2030 n'ait pas réussi véritablement à établir un nouveau paradigme de développement dans lequel l'économie n'est pas de croître sans fin, mais de respecter les droits de l'homme, ne signifie pas en soi que l'agenda 2030 n'est pas un outil important pour construire une société plus juste et égalitaire. Cela signifie toutefois qu'il est nécessaire d'examiner l'agenda 2030 et les autres à venir dans une perspective plus critique. En ce sens, l'étude a raison donc de souligner que les droits de l'homme fournissent une voie concrète pour y parvenir, pour construire un système économique qui place les personnes et la planète au premier plan. Les droits de l'homme fournissent une image holistique du bien-être qui devrait être assurée par l'économie. Quelques questions et interrogations que l'étude a suscitées en nous. À travers la lecture, on constate que
l'auteur s'est bien appuyé essentiellement sur la revue documentaire. Nous sommes curieux de savoir si vous avez eu recours à des données primaires pour cette étude. Nous savons que vous avez également une grande expérience de connaissances pratiques du monde. L'analyse que vous avez faite en lien avec les inégalités n'est pas abordée selon le genre de façon évidente. On ne perçoit pas trop les écarts de revenus entre les hommes et les femmes, aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'entre pays. Quelle est donc la situation des hommes et des femmes en termes de jouissance de droits socio-économiques? Je serais intéressée d'entendre Olivier là-dessus. L'analyse n'aborde pas aussi de façon très pointue ou n'aborde pas suffisamment les situations de catastrophe ou de crise. Pourtant, il est reconnu que c'est surtout pendant les périodes de crise que le respect des conventions et des protocoles relatifs aux droits humains et à la lutte contre les discriminations sont mis à rude épreuve. On peut citer les cas que nous avons sous la main, et moi j'ajouterais la crise au Sahel en ce qui nous concerne. Peut-on faire une corrélation sur les droits humains, les crises et les inégalités? En plus de l'importance pour les États d'incorporer l'approche fondée sur les droits humains au niveau national, comment l'approche fondée sur les droits humains peut-elle efficacement être intégrée dans la gouvernance économique mondiale et aussi au niveau des acteurs de développement international? Parce que là aussi, c'est assez important parce que c'est un autre levier sur lequel on peut appuyer pour arriver donc à une effectivité de jouissance de ces droits-là. Un autre élément qui peut être davantage exploré est que l'approche fondée sur les droits humains suppose des obligations juridiques que les gouvernements et autres acteurs puissants doivent respecter. Cela signifie que les efforts visant à lutter contre les inégalités multidimensionnelles au niveau local et national et même mondial doivent intégrer des procédures de diligence raisonnables, solides et des mécanismes de redevabilité robustes qui garantissent aux communautés les moyens adéquats pour faire valoir leurs droits et accéder au recours. J'avoue que très souvent, nous qui travaillons avec les communautés se lassent un peu des concepts, de beaucoup de textes. Mais au finish, on a l'impression que c'est laissé véritablement ouvert et il n'y a pas, la redevabilité est suffisamment faible et le changement n'est pas perceptible. Ce qui fait qu'on arrive même à des situations où les gens remettent en cause certaines approches parce qu'ils ne voient pas d'évolution dans leurs conditions au quotidien. Enfin, l'étude souligne assez brillamment le droit à la participation. Je dois dire que c'est une des parties que j'ai beaucoup appréciées. Le droit à la participation est présenté comme une condition non négociable pour une approche de l'agenda 2030 fondée sur les droits de l'homme dans la lutte contre les inégalités multidimensionnelles. Cependant, étant donné que le langage des droits de l'homme et de la participation sociale a été régulièrement instrumentalisé, tantôt par des acteurs sociaux, des acteurs politiques qui ont historiquement bénéficié des inégalités, il est important de souligner que le droit à la participation doit être combiné avec des mesures concrètes pour garantir donc la justice. Le dernier point de réflexion et d'interrogation est lié toujours dans notre contexte où la démocratie est de plus en plus fragile. Et ce n'est pas seulement dans notre contexte, mais même à l'échelle mondiale, la démocratie est réellement de plus en plus mise à rude épreuve et où les espaces même de participation sociale sont de plus en plus restreints. Est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qui est possible d'être mis au cœur de l'approche fondée sur les droits de l'homme afin de mieux lutter contre ces inégalités?
Donc voilà un peu après lecture de l'étude et de l'analyse, quelques réflexions et interrogations que nous avons eues. Et nous voulons nous arrêter là en disant encore félicitations à Olivier et à toute l'équipe de l'AFT, en espérant que nous pouvons poursuivre donc les échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup Christelle pour cette intervention et cette analyse très fouillée de l'étude. Je laisse tout de suite la parole à Olivier, peut-être pas pour répondre sur tous les points parce que je crois que le temps qui nous reste serait pas suffisant, mais on pourra imaginer d'autres modalités d'échange et de discussion pour continuer ces débats. Mais donc, Olivier, si tu veux bien ramasser sur une dizaine de minutes ta réponse, qui nous permettrait ensuite de partager aussi, d'avoir un échange avec les participants qui posent beaucoup de questions aussi dans l'onglet questions. Merci. Merci Farid. Compte tenu de l'intensité des échanges que je vois sur le chat et le nombre de questions, je vais me limiter à 5 remarques très brèves. Je n'utiliserai certainement pas 10 minutes. Mais d'abord, je remercie Christelle Caloulet pour son intervention très riche. Et 5 points. 1. Sur l'anecdote dont Christelle est partie, s'agissant de, si j'ai bien compris, sa grand-mère à qui on dit qu'elle n'a pas contribué à la vie économique du ménage, etc. Je crois que c'est vraiment important de placer au cœur de l'agenda des droits humains la question de l'égalité de genre, qui est absolument clé, évidemment, pour la soutenabilité du développement général. Donner plus de pouvoir aux femmes, c'est quoi? C'est améliorer les résultats en matière de santé, en matière d'éducation pour l'intérêt des enfants, c'est aller vers une alimentation plus adéquate au sein de la famille, c'est en fait utiliser mieux le budget du ménage. Et donc, je crois que c'est une dimension tout à fait clé, un apport tout à fait majeur de l'agenda droits humains que de renforcer cette égalité des genres et y compris d'assurer la reconnaissance du travail non rémunéré et non reconnu au sein du ménage que consentent largement les femmes. Première remarque. Deuxième remarque, Christelle a mis en avant l'importance de développer des indicateurs de progrès alternatifs au PIB. C'est très important, évidemment. Et dans les objectifs de développement durable, on a une référence à cette invitation faite aux États de développer ces indicateurs alternatifs. Quel est le problème, cependant? C'est que beaucoup d'États font face à un niveau de dette extérieure exorbitant. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 11 milliards de dollars au total de dettes accumulées, de dettes extérieures accumulées par les pays en développement. Chaque année, les pays en développement remboursent l'équivalent de 370 milliards de dollars au service de la dette, ce qui est plus du double de l'aide publique au développement. Et donc, beaucoup de pays font face à cette dette extérieure exorbitante. Or, comment la dette pourrait-elle être soutenable si l'on n'augmente pas le PIB? Moins le PIB augmente, plus la dette pèse lourd dans le budget des États. Et je crois que l'obstacle majeur, non pas pour imaginer des indicateurs alternatifs de progrès, mais pour que ces indicateurs alternatifs de progrès orientent les politiques publiques, l'obstacle majeur, c'est celui de la dette extérieure. Et ça, je n'ai pas encore de bonne réponse de la part des économistes quant à la manière de surmonter cela, sauf évidemment à restructurer ou à effacer la dette des pays les plus endettés. Troisième réflexion, Christelle Caloulet, à juste titre, a insisté sur la crise climatique et la nouvelle donne que celle-ci représente dans la région du Sahel, dont elle est originaire. C'est cette crise climatique notamment qui explique le radicalisme de certains groupes qui sont à la source du phénomène de terrorisme dans le pays. Et
Et les changements climatiques ont également des conséquences humanitaires très grandes. Cela appelle des nouvelles solidarités, à la fois au niveau national. Je pense qu'il faut que la sécurité sociale prenne en compte les risques, notamment pour les populations rurales, des changements climatiques, garantissent des revenus stables en dépit des chocs climatiques qui vont se multiplier à l'avenir. Mais au niveau international, c'est aussi des nouvelles solidarités dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plaidé depuis 10 ans pour la mise sur pied d'un fonds mondial pour la protection sociale permettant d'assurer un financement des pays en développement qui mettent sur pied des socles de protection sociale pour garantir que ces socles de protection sociale seront payables, seront abordables pour les pays, pour les gouvernements, même en cas de crise. Je pense que c'est vraiment important que les États soient couverts contre ce genre de risques lorsqu'ils font face à des catastrophes naturelles comme les sécheresses, les inondations qui vont se multiplier à l'avenir. Quatrième réflexion, Christelle Caloulet me demande en fait comment les acteurs du développement peuvent mieux prendre en compte les droits humains sur un plan très concret. Moi, ma réponse, c'est vraiment que cela commence par la participation et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus dans le rapport. Je note d'ailleurs dans la boîte de discussion de ce séminaire que Tim Ingo, qui travaille pour l'UNICEF au Niger, expérimente la manière d'associer les bénéficiaires des programmes d'UNICEF à ceux-ci. Et je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui pour convaincre les décideurs de faire bien davantage pour garantir le droit à une participation effective, c'est montrer comment la participation renforce l'efficacité de l'action publique. Je crois que c'est vraiment important parce que les personnes en pauvreté peuvent donner des informations, peuvent orienter les choix, peuvent éviter qu'on commette des erreurs. Et la participation, ce n'est pas du temps perdu, c'est au contraire un temps gagné et une efficacité renforcée pour les politiques publiques. Cinquième remarque, dernière remarque, c'est que j'ai mentionné quelques-uns des problèmes associés au modèle de développement fondé sur l'augmentation du PIB, fondé sur la croissance de la richesse monétaire. Il y a un des impacts de ce processus de développement que je n'ai pas mentionné, c'est la mise en cause des liens de solidarité traditionnels, des liens de solidarité rapprochés qui suivent la philosophie sociale Ubuntu ou Bambaraya auquel Christelle Caloulet a fait allusion. Je crois qu'une des conséquences des trajectoires de développement qui ont été encouragées jusqu'ici, suivant une logique, si vous voulez, d'accumulation capitaliste et d'individualisation des rapports sociaux, c'est la déstructuration de ces liens de solidarité rapprochés qui sont un filet de sécurité essentiel pour beaucoup dans les pays en développement. Et donc, soyons attentifs à travailler au développement, non pas en mettant de côté ces liens de solidarité traditionnels, mais en misant sur eux, en s'assurant qu'ils puissent être plus protecteurs encore et en permettant à la sécurité sociale fournie par l'État de s'inscrire en harmonie avec cette forme de protection rapprochée qui résulte du soin que les communautés prennent de leurs membres. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de répondre à Christelle Caloulet et je suis ouvert à la discussion sur base des questions qui ont été envoyées. Merci beaucoup aux intervenants, intervenantes. Là, je vous propose de consacrer le temps qui nous reste, c'est-à-dire les 20 prochaines minutes, à dialoguer avec le public connecté. D'abord, deux, trois petites infos, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus aussi. Il y aura un replay. Donc, pour les gens qui auront eu des interruptions pendant l'écoute, il n'y a pas de souci. Vous pourrez revoir la séquence. Pour ce qui concerne l'étude ATD Carmonde mentionnée par Olivier, elle est disponible en ligne. Les dimensions cachées de la pauvreté, ATD Carmonde, ça se trouve très facilement. Alors, on a toute une série de questions hein, dans le chat. On ne pourra peut-être pas toutes les traiter, mais il y en a une qui revient un peu en toile de fond, c'est finalement comment faire pour que les débiteurs d'obligations, c'est-à-dire les États, hein, appliquent leurs obligations
appliquent au moins un seuil minimum hein, sur leurs obligations en termes de droits humains. On voit et on a fait le constat aujourd'hui qu'il y avait quand même un recul à l'échelle mondiale des droits humains, un rétrécissement de l'espace de la société civile, une érosion des démocraties, etc. Et, et donc, en pratique, quels seraient vos conseils, vos recommandations pour essayer de progresser malgré ces résistances finalement des États? Peut-être qu'on peut prendre deux, trois questions avant de répondre. J'ai une autre question aussi qui a été pas mal votée hein, d'ailleurs. C'est une question relative à finalement au discours qui se développe dans les sociétés ou dans certains milieux, tant au nord qu'au sud hein, d'ailleurs. Discours, je dirais, relativiste par rapport aux droits humains, à l'approche par les droits. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, finalement explique ces remises en cause? Quel est l'argumentaire qu'on peut apporter face à ça? Alors il y a la question du relativisme et parfois ça va même plus loin, c'est presque du conspirationnisme. Hein. C'est pour ça que je parle aussi du Nord. Hein. Comment faire finalement pour réhabiliter un peu cette dimension droits humains? Et j'ai envie de rebondir et peut-être pour une question plus spécifique pour Christelle par rapport à ça, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu la façon dont l'approche par les droits humains sont vus depuis les Suds, le Global South en fait, parce que souvent on entend, mais ça c'est une affaire qui vient du Nord, mais en réalité on voit bien qu'il y a une demande immense de la part des Suds pour davantage de respect des droits. Voilà, donc on peut commencer peut-être par ces sujets-là et avant de reprendre les autres questions. Merci. Ok, merci. Je voudrais peut-être en répondant à votre question dire que de notre point de vue, c'est vrai que le Burkina Faso fait partie des pays qui, en ce moment, dans le discours, il y a quand même beaucoup d'inquiétude lorsqu'on écoute le discours des personnes de la rue ou des personnes ordinaires comme ça sur la question des droits humains en lien avec le terrorisme notamment et la manière dont actuellement la lutte contre l'insécurité est conduite et notamment la manière dont les structures ou les institutions interpellent donc le gouvernement. Mais il faut dire que en réalité, moi je dirais que il y a une question de redevabilité aussi qui n'est pas suffisamment adressée. Il y a aussi une insuffisance et une insuffisance ou une méconnaissance donc de cette approche-là. Parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina où on a un taux d'alphabétisation qui est très très élevé, vous pouvez faire le lien entre donc l'éducation et également l'internalisation ou l'appropriation de ces questions-là qui sont très souvent vues comme étant des concepts ou des approches qui viennent de l'extérieur et où les gens ont l'impression disent voilà, on a d'autres priorités en ce. Je pense qu'on a été interrompu. Peut-être que Christelle nous rejoindra. Olivier, je propose que tu reprennes la main et Christelle va nous rejoindre. Je vais embrayer brièvement sur la question, Farid, que tu as à juste titre placée au centre de cet échange il y a un instant, la question de l'effectivité et la question de la valeur ajoutée d'une approche en termes de droits humains. Moi, je dirais que importer des considérations relatives aux droits humains dans la réflexion sur le développement, c'est se donner le moyen de renforcer la redevabilité
de la part du gouvernement, parce qu'on va pouvoir impliquer des acteurs du monde des droits humains dans les choix que font les gouvernements. Et ces acteurs, ce sont les institutions nationales des droits humains qui de plus en plus existent, institutions indépendantes à l'échelle nationale qui rappellent au gouvernement leurs obligations. C'est évidemment les ONG, mais aussi les instances internationales de surveillance des gouvernements, mais c'est aussi les juridictions. Et on a des affaires célèbres, par exemple devant les tribunaux sud-africains concernant le droit d'accès aux médicaments, les rétroviraux en matière de VIH ou d'autres médicaments en matière de droit au logement. On a en Inde des affaires célèbres concernant le droit à l'alimentation. Donc on a dans tous ces pays des juridictions qui ont forcé les gouvernements à faire bien davantage pour les populations, à utiliser en faveur des personnes en pauvreté, notamment les ressources à leur disposition, au nom des droits humains. Et donc, c'est extrêmement important de souligner que quand on passe d'une réflexion fondée sur le développement tel qu'il serait souhaitable, d'une part, à une réflexion fondée sur les droits humains, d'autre part, on passe à un régime où les obligations sont imposées aux États. Et d'ailleurs, je termine par là, que le secrétaire général des Nations Unies, dans 2 rapports importants qu'il a présentés en 2020 et en 2021, en 2020, c'était son call to action for human rights, son appel à l'action en matière de droits humains. Et en 2021, c'était Our Common Agenda, qui est un agenda pour la reconstruction post-Covid-19. Dans ces 2 textes, le secrétaire général des Nations Unies nous dit les droits humains, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas juste une obligation juridique, c'est un outil de développement. Il parle de problem solving measures. C'est donc une manière de mieux traiter des problèmes, des défis qu'affronte la communauté internationale. Et c'est ainsi, pour ma part, que j'ai voulu décrire les droits humains dans ce rapport. Ce sont des instruments à notre disposition dont nous aurions tort de nous priver parce qu'ils nous permettent de faire les meilleurs choix, informés par la participation des personnes en pauvreté et permettant d'obliger les gouvernements à se faire débiteurs d'obligations tout en investissant les personnes bénéficiaires des politiques publiques de droits qu'elles puissent revendiquer devant des instances indépendantes. Merci beaucoup. Je rebondis. Ah, Christelle vient de nous rejoindre. Je vous redonne la parole, Christelle. Merci, désolée, j'ai été interrompue par Internet. C'était juste pour dire, j'ai pris un peu la fin du point de Olivier, mais je pense que ça nous interpelle également sur le langage. Parce que si on voit cela comme un droit, des concepts, si on voit les droits humains comme des concepts qui viennent de l'extérieur, mais l'exemple que j'ai donné dès le début, l'exemple de ma tante, nous montre bien que on est tout le monde est attaché donc aux droits humains. Mais maintenant, c'est la manière dont cela a été présenté ou cela est compris par les communautés qui posent problème. D'où donc, pour moi, l'importance toujours d'insister sur la participation. Parce que c'est dans la participation, à travers la participation, que toutes ces interrogations, tous ces questionnements-là, avec les communautés à la base, peuvent être éclaircis avec le travail que les différentes organisations et associations mettent en œuvre. Parce qu'actuellement, on voit beaucoup d'interpellations au niveau du Burkina Faso sur les libertés individuelles et collectives qui viennent du public. Cela montre très bien que les gens sont attachés aux droits humains. Maintenant, qu'est-ce que cela comprend? C'est aussi donc une question de participation et de redevabilité à travers des mécanismes appropriés, des mécanismes aussi qui se doivent d'être délocalisés, décentralisés et suffisamment endogènes. Merci. Merci encore pour vos réponses. Il y a vraiment beaucoup de questions. Je vous en pose 2 ou 3 et je ne sais pas si on pourra aller au-delà ensuite. Quelle synergie et action conjointe d'OSC, d'Organisation de la société civile de développement d'une part, et des OSC du monde des droits humains d'autre part? Vous savez, les OSC ont leur modalité d'action, hein. Quelle synergie vous recommanderiez entre les deux, celles qui font partie du monde du développement et celles qui font partie des droits humains, notamment pour contribuer
à l'élaboration, à la prise en compte des politiques publiques. Ça, c'est une question. Il y a d'autres questions aussi qui portent sur des sujets plus spécifiques, hein, comme par exemple l'état civil. Est-ce que l'approche des droits humains aussi sur ces questions a une valeur ajoutée importante et sur quoi il faudrait mettre l'accent. Il y a des questions aussi de Christelle Josselin, notamment une question qui souligne que les inégalités résultent d'un rapport de force, hein, entre groupes sociaux, et elle s'interroge pour savoir si l'approche par les droits ne risque pas de dépolitiser les constructions collectives, hein, à la base des conquêtes justement de ces droits. Voilà le type de questions qu'on a dans le fil, et je voudrais finir avec par rapport au modèle de développement. On a aussi une question basée sur la croissance économique. Comment on va pouvoir finalement réconcilier les exigences des temps actuels, hein, qui montrent que la dimension, le modèle tout croissance économique est quand même très délétère finalement. Comment faire très concrètement? Et j'ai envie de vous poser une petite question parce que c'est traité aussi dans le rapport. C'est la question de la privatisation, hein. En fait, est-ce que les biens communs peuvent finalement être privatisés? Est-ce que ça c'est compatible avec une approche par les droits? Voilà, grosso modo, les questions pour finir. Que vous pouvez vous partager peut-être. Peut-être que je me lance et puis je laisse Olivier prendre les autres questions. La question de l'état civil, je pense que c'est autant d'éléments donc qui sont pris en compte dans la jouissance des droits, et c'est aussi une problématique réelle, en tout cas dans notre région, je dirais. Et je sais que l'UNICEF avait même produit un rapport il y a quelques années sur ce qu'on a appelé la crise invisible, compte tenu du nombre de personnes qui, par exemple, n'ont pas d'acte de naissance. Et ça, c'est le premier acte même qui montre qu'une personne existe. Donc ça, c'est impensable que jusqu'à présent, il y ait des gens qui n'aient même pas de document d'identification. Et ça, c'est pratiquement, voilà, au Burkina, c'est plus que courant. Et surtout avec la crise humanitaire, beaucoup de personnes se sont déplacées sans leurs documents. Et vu que le système n'est pas aussi digitalisé, ces personnes se retrouvent pendant des longues durées sans pouvoir forcément reproduire leurs documents d'identité, et donc ne sont pas prises en compte dans le système. Donc, c'est quand même, ce sont des réalités qui sont toujours réelles et d'actualité. Et comment est-ce qu'on peut même projeter le développement quand on n'a même pas une visibilité claire de sa population, de la structuration de sa population en termes d'âge, etc. C'est autant de questions que cela pose. Maintenant, sur le modèle de développement, j'ai envie donc de revenir un peu sur ce que le professeur Joseph Kizerbo disait et qui est aussi en lien avec un peu ce que j'ai dit dans mon intervention, le Ubuntu ou bien le Bambanaya, qui veut dire que le développement, en tout cas pour nous, les gens du Sud, et pour notre région, c'est aussi l'humanité, c'est aussi la fraternité. Ça englobe la notion de communauté et d'interdépendance entre les humains, et pas seulement donc tout ce qui est économique. Et je pense que l'étude s'est suffisamment appesantie sur ces notions-là. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de cette croissance économique, mais cette croissance économique ne doit pas être une fin en soi, au point même de créer des exclusions, au point même de créer encore plus d'inégalités, parce que même notre crise au niveau de la région du Sahel, lorsque vous analysez les causes profondes, il y a des exclusions qui sont à l'origine de cette crise-là. Donc, c'est vraiment trouver un équilibre, et c'est là où notre point sur qu'est-ce que
les acteurs du développement international? Qu'est-ce que la communauté internationale peut aussi faire? Je pense que ce sont des conversations qui doivent être conduites de sorte à ce que l'action publique soit également pensée et dessinée avec la société civile. Et en dernier ressort, la société civile aussi se présentant comme un acteur qui contribue à contrôler l'action publique. Cela peut contribuer à créer un certain équilibre sur le chemin pour le développement. Donc, je m'arrête là et je laisse les autres points à Olivier. Oui, merci Christelle. Alors très brièvement, peut-être trois réactions. La première, pour dire qu'à partir de l'année prochaine, de 2023, nous allons, avec un grand nombre d'acteurs, ONG, mouvements sociaux, tenter de constituer une alliance, ce qu'on appelle une alliance pour la lutte contre la pauvreté dans un monde post-croissance. En fait, je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est imaginer de nouveaux modèles de développement qui ne passent pas par la case croissance comme condition de tout le reste. Et cela suppose, par exemple, de repenser le modèle de l'État social, ce que nous avons comme mécanisme de protection sociale, le financement, la distribution, sans devoir reposer sur la croissance. Tant qu'on mettra la croissance au cœur de notre perspective de développement, l'on va être amené à faire des choix qui, au nom de la croissance, vont être des choix qui vont exclure, qui vont augmenter les inégalités, qui vont renforcer les phénomènes tels que la privatisation des communs, l'accaparement de terres ou la déstructuration des communautés au nom de la libéralisation du commerce international. Et donc, c'est une première réaction, une première annonce, c'est que c'est un chantier qui s'ouvre aujourd'hui. Deuxième réaction, comme Christelle, moi je voudrais dire un mot sur la question de l'état civil qui me paraît vraiment importante. En Afrique subsaharienne, c'est 45% des enfants qui ne sont pas enregistrés aujourd'hui. À l'échelle mondiale, c'est 1,1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité reconnue. Et dans certains pays, enfin dans tous les pays, c'est les personnes en pauvreté qui sont les plus affectées par cela. Par exemple, en Indonésie, les 30% les plus pauvres de la population, dans cette portion de la population, 70% des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance. Donc, c'est une source d'exclusion majeure de tous les systèmes de protection sociale et parfois d'ailleurs d'accès à l'enseignement et aux soins de santé. Donc, c'est vraiment un problème majeur et une des difficultés pour mettre sur pied un système de protection sociale performant dans beaucoup de pays, c'est que les registres sociaux ne sont pas constitués, ne sont pas à jour, sont très coûteux à entretenir et c'est un domaine dans lequel les acteurs de développement devraient investir bien davantage. Ils en sont d'ailleurs tout à fait conscients. Enfin, troisième réflexion, c'est une question à porter sur le risque que les droits humains importés dans les discussions relatives au développement dépolitisent le développement. Personnellement, bien que je comprenne d'où vienne la question, je crois que c'est l'inverse. Je crois que les droits humains obligent les gouvernements à écouter, à associer les populations à la prise de décision et en fait obligent un passage, une approche purement technocratique, top-down, descendante, si vous voulez, du développement au nom d'un savoir d'expert, à une approche beaucoup plus participative et inclusive, qui en fait politise les enjeux et qui en fait oblige les gouvernements à reconnaître les angles morts des politiques poursuivies jusqu'à présent, les échecs, et à entrer en discussion pour identifier des solutions qui marchent pour les populations concernées. Donc c'est une manière de stimuler le dialogue, d'ouvrir l'espace civique, de démocratiser la prise de décision, et ceci à l'inverse d'une approche technocratique des choses qui a été dominante jusqu'à présent. Merci. Un grand merci à Olivier de Scutter et à Christelle Caloulet. On va conclure sur ces mots. Il est 16 heures très précisément. Comme je vous le disais, il y aura un replay, donc vous pourrez revoir
ces échanges. On reviendra vers vous. Il y aura peut-être une suite ou d'autres modalités pour continuer la discussion et les échanges sur ces thèmes. En tout cas, un grand merci à tous les participants et aux intervenants et une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci à tous et toutes. Merci. Merci, au revoir.